Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le président algérien Abdelaziz Bouteflika renonce à un 5e mandat sous la pression de la mobilisation populaire. Il reconnaît que son âge et son état de santé lui assignent pour seule mission de pouvoir assurer désormais la transition démocratique à travers une refondation des institutions et l'organisation d'une élection présidentielle reportée vers la fin de l'année 2019. Au Cameroun, c'est un nouvel épisode du feuilleton judiciaire concernant l'ex-ministre de la Défense. Après Edgar Alain Abraham, Bernadette Mebengo vient elle aussi d'être placée sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Le couple est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de détournement présumé des deniers publics qui remonte à de nombreuses années à l'époque où il était ministre de la Défense. Au-delà de l'affaire Mebengo, vous suivrez dans ce journal l'opposition critiquer un manque réel de volonté politique de lutter contre les détournements de deniers publics et l'enrichissement illicite au Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La nouvelle est tombée en début de soirée, cette décision du président algérien de renoncer à un 5e mandat après 3 semaines de mobilisation populaire dans les principales villes de ce pays situé en Afrique du Nord. Abdelaziz Bouteflika qui renonce à un 5e mandat et qui annonce une élection présidentielle reportée vers la fin de l'année 2019. Pourtant, jusqu'à ce matin, il avait été annoncé de retour au pays et tout semblait présager d'un passage en force du président algérien. On fait le point avec Eric Martial Ndiomo. Après 2 semaines passées dans un hôpital suisse où il était hospitalisé, Abdelaziz Bouteflika a regagné Alger dimanche 10 mars au soir. Pas d'image particulière de lui, ni de déclaration officielle. La présidence algérienne s'est contentée d'un communiqué annonçant ce retour. Un retour qui est loin de calmer les ardeurs des manifestants qui occupent la rue depuis le 22 février dernier, les a poussés à intensifier le mouvement. À Alger et dans plusieurs autres villes du pays, des milliers d'Algériens ont continué à scander des messages hostiles à la candidature pour un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Parmi eux, un nombre important d'étudiants. Pour réduire l'apport des étudiants dans ces marches, les autorités académiques ont décidé de mettre prématurément ces étudiants en vacances de printemps. Ceci concerne près d'1,7 million d'entre eux. Bouteflika, dont la renonciation est attendue par une bonne partie de son peuple, est de plus en plus isolé, abandonné qu'il est progressivement par ses principaux soutiens et par l'armée, dont le ton est devenu assez conciliant. Alors que le Conseil constitutionnel dispose encore de quelques jours pour publier la liste définitive des candidats, des observateurs en Algérie s'attendent à voir le président Bouteflika abdiquer. La grogne gagnant de plus en plus en intensité. Les Algériens se félicitent d'ailleurs déjà de ce mouvement qui est sans précédent dans l'histoire du pays. Et ce soir, Abdelaziz Bouteflika, président algérien, renonce à un 5e mandat sous la pression populaire. Dans une déclaration rendue publique, il reconnaît que son état de santé et son âge lui assignent pour seul devoir de contribuer aux fondations d'une nouvelle république à laquelle aspire la majorité des jeunes algériens. La présidentielle en Algérie a été reportée vers la fin de l'année 2019 et une conférence nationale inclusive et indépendante doit être organisée avec pour objectif de modifier la constitution algérienne et toiletter le dispositif électoral pour l'organisation d'un scrutin présidentiel transparent avant la fin de l'année 2019. Et dans la foulée, le président Abdelaziz Bouteflika annonce un remaniement ministériel afin qu'il puisse conduire ces réformes et qu'il puisse confirmer et assurer à l'opinion publique algérienne sa volonté de renoncer à un 5e mandat à la tête de ce pays situé en Afrique du Nord. Et toujours dans cette actualité internationale, les boîtes noires ont été retrouvées après le crash d'un avion appartenant à la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, elle qui a décidé de retirer de sa flotte les Boeing 737 MAX 8 dont l'un était impliqué dans ce crash survenu le week-end dernier. D'autres précisions avec Gladys Sidi.
Après plusieurs heures de recherche, les 2 boîtes noires du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines, qui s'est écrasé dimanche après son décollage d'Addis Abeba, ont été retrouvées. L'une contient les enregistrements des conversations à bord du cockpit, l'autre, les données de vol. Le pilote du Boeing 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines avait signalé avant le crash des difficultés et demandé à faire demi-tour. Selon les déclarations du PDG de la compagnie aérienne, plus de 30 nationalités étaient représentées parmi les passagers. Il y avait 32 Kenyans, 18 Canadiens, 9 Français, 9 Éthiopiens, 8 Italiens, 8 Chinois, 8 Américains, 7 Britanniques, 6 Égyptiens, 5 Néerlandais, 4 Indiens, 4 Slovaques, 3 Autrichiens, 3 Suédois, 3 Russes, 2 Marocains, 2 Espagnols, 2 Polonais, 2 Israéliens, 1 Belge, 1 Somalien, 1 Togolais, 1 Ougandais et un Nigérian. L'agence éthiopienne de l'aviation civile dit avoir du mal à comprendre comment un Boeing flambant neuf, piloté par un homme d'expérience, a pu s'écraser quelques minutes après son décollage. L'Éthiopie et le Kenya ont décrété une journée de deuil national au lendemain de la catastrophe aérienne. Après ce drame encore inexpliqué, un premier pays a décidé de prendre des mesures de précaution. Il s'agit de la Chine. Ayant perdu 8 de ses ressortissants, Pékin a décidé de clouer au sol tous les Boeing 737 MAX 8. Notons que c'est le second crash d'un Boeing 737 en moins de 6 mois. Le même modèle s'était écrasé en Indonésie en octobre dernier, tuant 189 personnes. Et au Cameroun, un nouvel épisode dans le feuilleton judiciaire concernant l'ex-ministre de la Défense. Avant d'y arriver, comment Edgar Alain Mbengo, ex-ministre des Transports, ancien délégué général à la Sûreté nationale, ancien directeur du cabinet civil à la présidente de la République, s'est retrouvé dans de sales draps, soupçonné d'être impliqué dans une affaire de détournement de deniers publics concernant une vente des armes entre le Cameroun et un marchand d'armes français. Il a été placé en détention provisoire. Il vient d'y passer son premier week-end à la prison centrale de Yaoundé. Les péripéties de cette affaire, les procédures menées au sein du tribunal criminel spécial, expliquées dans ce reportage de Rodin Gassi et Ike Cyril. Sur ordre du procureur général près le tribunal criminel spécial, Edgar Alain Mbengo et ses co-accusés sont en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé depuis la fin de la semaine dernière. Mais avant d'être écroué à Kondengui, l'ancien MINDEF a dû subir une garde à vue dans les locaux du TCS à Yaoundé. Lorsqu'on envisage une mesure de garde à vue, c'est parce qu'on estime que la privation de liberté du suspect est indispensable pour la suite des investigations. Lorsqu'il y a des indices concordants, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République peut ordonner une mesure de garde à vue pour une durée de 48 heures renouvelable. Mais cette mesure ne peut pas aller au-delà de plus de 8 jours. C'est tout à fait normal qu'au terme de son audition, au vu des éléments du dossier, que l'officier de police judiciaire envisage cette mesure. Elle est normale, elle est prévue par le Code de procédure pénale. Après la garde à vue, le domicile d'Edgar Alain Mbengo a également été perquisitionné par des officiers de police judiciaire agissant sur ordre du procureur général près le tribunal criminel spécial. En ce moment, on cherche des preuves matérielles pour asseoir le dossier de l'accusation. À l'occasion d'une perquisition, le plus souvent il procède à des saisies. C'est-à-dire que tout élément pouvant apporter la preuve que le suspect a commis les faits qui lui sont reprochés sont saisis par le procureur ou l'OPJ qui mène les investigations et un procès verbal y est dressé et classé dans le dossier. Une garde à vue et une perquisition avant la détention provisoire. Le TCS n'avait-il pas réuni les preuves suffisantes pour accabler Edgar Alain Mbengo? Voilà qui amène à s'interroger. Une mesure de détention est une mesure extrêmement grave. Parce qu'à travers le mandat de détention, le procureur de la République ou le juge d'instruction donne ordre au régisseur de la prison de maintenir l'intéressé en détention pour une durée de 6 mois. Dans le Code de procédure pénale, la liberté reste et demeure le principe.
Il ne faut envisager une mesure privative de liberté que lorsqu'on a suffisamment d'éléments matériels attestant de ce que le suspect a commis les faits qui lui sont reprochés. La loi numéro 2011-028 du 14 décembre 2011 portant création du tribunal criminel spécial stipule en son article 2 que l'instance réprime les infractions de détournement de deniers publics ainsi que les infractions connexes prévues par le Code pénal et les conventions internationales ratifiées par le Cameroun. Pour faire simple, le TCS est compétent lorsque le préjudice atteint un montant minimum de 51 millions de francs CFA. Et dans le cadre de cette affaire, Bernadette Milankoulou, épouse Mebengo, vient aussi d'être placée sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé cet après-midi. C'est l'épouse de l'ex-ministre de la Défense qui a été notifiée par le procureur général près du tribunal criminel spécial à Yaoundé. On fait le point avec Guy Zogo. Le ciel s'assombrit davantage pour Edgar Alain Mebengo. Après son incarcération, c'est au tour de sa femme Bernadette Mebengo de se retrouver aux arrêts. Victime d'un malaise la semaine dernière lors d'une perquisition doublée de la mise sous séquestre de nombre de biens du couple Mebé, elle avait été internée dans une formation sanitaire de la place. Aussitôt jugée apte à faire face à la justice, elle a été placée en détention préventive. Les charges qui pèsent contre elle sont relatives aux pratiques peu orthodoxes de sa part, relevées dans certains marchés publics, notamment l'achat des armements où elle a servi d'intermédiaire pour le paiement des rétrocommissions et autres surfacturations. Pour le moins, cette situation relève de l'inédit depuis le lancement de l'opération Épervier. C'est pour la première fois que deux époux se retrouvent derrière les barreaux pour détournement des deniers publics. Toujours sur le front judiciaire, le dossier du MRC vient de connaître quelques évolutions. Sur les 37 militants de ce parti, placés en détention provisoire à la prison centrale de Kondengui, le tribunal de première instance d'Unfundi, centre administratif, a décidé de remettre en liberté 11 d'entre eux. Les 26 autres ont été déclarés coupables. Ce sont donc des situations très contrastées pour les différentes affaires qui tiennent le haut du pavé judiciaire actuellement au Cameroun. Et coup de projecteur ce soir sur cette fameuse opération Épervier au moment où elle implique l'ex-ministre de la Défense et son épouse soupçonnés d'être impliqués dans une affaire de détournement de deniers publics. Ils bénéficient encore de la présomption d'innocence et pourtant la classe politique s'interroge sur l'opportunité de relance de cette opération Épervier. L'opposition critique la théâtralisation de la justice qui cache bien mal un manque de réelle volonté politique de lutter contre le détournement de deniers publics et l'enrichissement illicite au Cameroun, faux retorque des militants du RDPC qui tentent de défendre l'action gouvernementale visant à assainir la gestion des finances publiques au Cameroun. Regard croisé dans ce reportage que signent Mitterrand Dame et Kate Diarra. La mise en détention provisoire de l'ex-ministre Edgar Alain Mebengo remet au goût du jour les insuffisances observées depuis de nombreuses années dans le déroulement de l'opération Épervier. Dimanche dernier, au cours de l'émission Droit de réponse diffusée sur Equinox Télévision, les hommes politiques sont abondamment revenus sur ce qu'il convient, selon eux, de qualifier de théâtralisation. Cette opération dite d'assainissement de la gestion des fonds publics nous semble ressembler davantage à une expédition punitive plutôt qu'à une opération corrective. C'est-à-dire que dans la démarche par le passé, il l'a relevé, on avait observé comme une volonté d'humilier le prévenu ou alors le mis en cause. Or, ce n'est pas comme cela que la justice régalienne devrait fonctionner dans un état de droit. Une humiliation pourtant réprimée par les tests en vigueur, comme le précise Maître Emmanuel Pincy, avocat et militant au sein du RDPC. Mais c'est expressément dit dans le code de procédure pénale qu'il ne faut pas humilier les personnes qu'on va interroger. Dans plusieurs cas, il y a eu des humiliations. On a vu par exemple l'ancien ministre de l'Éducation nationale qu'on a allé mettre en prison après 70 ans et après qui est sorti le lendemain. Parce que ça posait un problème. Sur l'affaire Edgar Alain Mebengo, l'homme de loi estime que, pour une fois, depuis le déploiement de l'opération Épervier, des investigations poussées
ont été menées. On a fait des perquisitions, on est allé, je trouve que c'était beaucoup plus intelligent, on a mis beaucoup plus d'efforts pour pouvoir l'arrêter. Et c'est ce que nous demandions, c'est-à-dire qu'on ne mette pas immédiatement les gens en prison sans que des investigations soient faites. Au-delà de l'interpellation, il faudrait penser au retour des capitaux distraits. Et pour cela, les banques doivent être mises à contribution. Sur toutes les opérations éperviers, il faut savoir que l'argent pour aller en Europe ne circule pas dans les sacs Mbadjok, puisque le franc CFA n'est pas convertible en Europe. Ça transite par les banques et les institutions financières. Or, les banques ne sont pas mises en cause dans la totalité des opérations éperviers, alors que si on les mettait en cause, on allait rattraper de l'argent. Le matériel saisi lors des différentes perquisitions doit quant à lui être vendu au plus vite afin d'éviter d'autres détournements. Vous avez des voitures qui sont garées depuis des années, qu'on n'arrive même pas à se débarrasser au niveau du tribunal de grande instance. Les 448 costumes, on va faire quoi? Ça va être mangé par les mythes. Nous avons même eu de l'argent qui avait été saisi, qui ont été volés par un certain nombre de greffiers. Il y a eu des greffiers il y a 10-20 ans qu'on a poursuivis, parce qu'on avait saisi l'argent, on a volé. Les costumes là vont disparaître, les sacs vont disparaître et vont être remplacés par les sacs du quartier. Pour Alice Sadio, les détournements peuvent être évités. Il suffit de s'en tenir à la loi, qui a tout prévu. Dans un État où on politise le pouvoir judiciaire, la justice ne peut pas être rendue de manière froide, de manière neutre et de manière impartiale. Dire quel est l'état de tes avoirs lorsque tu entres en fonction et quel est l'état de tes avoirs lorsque tu finis la fonction, ce serait déjà un indice de ce qu'il y a une volonté de régler, de faire un paradigme shift au niveau des institutions, au niveau de la gestion du pouvoir, pour que de telles velléités kleptomatiques ne se répètent plus. Et toujours dans les couloirs de la justice, 11 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été déclarés non coupables devant le tribunal de première instance centre administratif à Yaoundé et une vingtaine d'autres militants déclarés coupables pour d'autres charges. L'information est donnée sur le compte officiel du porte-parole de Maurice Kamto concernant les affaires des militants du MRC interpellés et arrêtés dans le cadre des marches blanches organisées le 26 janvier dernier. Partons à présent à l'extrême nord du Cameroun, là où des jeunes déplacés de l'arrondissement de Makari s'insèrent dans le monde socio-professionnel. Ils ont bénéficié d'une formation dans le domaine de l'agriculture, la culture, mais également l'élevage et le petit commerce, ceci grâce à l'appui du gouvernement japonais et d'autres partenaires au développement au Cameroun. Amadou Daïrou et Flavien Valondongo. Des jeunes déplacés de l'arrondissement de Makari, département du Logoné-Chari, région de l'extrême nord, sortent progressivement du chômage. Le gouvernement japonais, avec d'autres partenaires, soucieux de la position de ces jeunes vulnérables, suite aux atrocités de Boko Haram, viennent de former un peu plus de 250 d'entre eux sur différents domaines d'activité. Moi, j'ai choisi l'élevage. En première position, j'ai choisi pour les plaisirs d'abord. Bon, en deuxième position, j'ai choisi pour l'argent. Bon, ça veut dire que je vais multiplier les animaux et par après, je vais le vendre, adapter pour faire mes besoins avec. À côté de l'élevage, il y a le commerce du crédit de communication et ses accessoires. On a fini la formation, on a reçu l'hydratation et les code box. Ça va nous maintenant aider à vivre un peu et trouver les moyens. Comme ici, on n'a pas les lumières, on peut charger les batteries, gagner un peu sur ça. Il y a aussi les moyens qu'on peut faire les transactions d'argent, dépôt les traits. Des formations se sont également étendues dans le domaine de la couture. Et ce sont des jeunes femmes qui ont bénéficié de cette manne. Si on connaît déjà coudre, on va aider les maris à payer l'argent pour la couture. Ça aide tout le monde. Maintenant, si on gagne aujourd'hui, on va aider nos maris. On va envoyer nos enfants à l'école. On va amener les enfants à la dispensaire. Parmi nous, c'est la souffrance. Bien sûr, parce que j'avais choisi ça pour... Je vais me débrouiller avec pour aider ma famille, ma mère et mon père et mes enfants. Cet acte posé par des partenaires étrangers pour le développement est un ouf de soulagement pour des jeunes qui ont reçu le nécessaire selon des formations acquises.
Et toujours dans le septentrion, des cultivateurs se plaignent de la présence des éléphants qui ont sémé la terreur dans le mayo d'Anaï. Ils continuent de dévaster des plantations, et ce qui impacte sur les familles paysannes dans cette partie du Cameroun. Elles appellent à l'aide et déplorent le silence des pouvoirs publics. Reportage Amadou Daïrou et Isabelle Carole Zoupet. Des hectares de plantations de mil, de sorgho, maïs et bien d'autres, ainsi que plusieurs maisons d'habitation complètement détruites par les éléphants dans la localité de Kalfou, dans le mayo d'Anaï, à l'extrême nord Cameroun. Les dégâts que nous avons subis par ces éléphants est énorme. On ne peut plus cultiver le manioc et ça nous rapporte beaucoup d'argent. Même pour faire le caral de mil, tu es parfois obligé de dormir en brousse. Sinon, c'est récolte perdue. Nous sommes dépassés. Nous vivons dans la misère. J'ai un champ de caral qui peut donc faire au moins 18 sacs à 15 sacs. Il y a certaines à 16 sacs. Il y a 13 sacs. J'ai plusieurs champs de caral, mais tout ça là, les pachydermes ont dévasté. Certes, les dégâts sont énormes, mais aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Désormais, au chômage, sans abri et sans récolte, ces familles n'ont plus de quoi se nourrir. Vous me voyez là, j'ai 2 femmes, j'ai 18 enfants. Donc 8 sont au collège. Maintenant, je sais comment pour faire nourrir mes enfants. Donc je suis un cultivateur triste. Ce n'est pas la première fois qu'une telle situation sont enregistrées ici, mais aucune mesure n'a été prise par les autorités pour sauver ces populations. Depuis 8 ans, les éléphants sont présents ici à la réserve de Kalfou. Entre la lutte contre la secte islamiste Boko Haram, le choléra, la destruction des plantations par les éléphants, entre autres, les habitants de la région de l'extrême nord ne sont pas au bout de leur peine. Autre localité où une catastrophe a également été enregistrée, c'est notamment dans le Mungo, à Njombe, là où des salles de classe ont été endommagées. Une barrière détruite, des élèves obligés de suivre les cours dans d'autres salles où il y a un sureffectif d'élèves, conséquence d'une forte pluie qui s'est abattue dans la ville de Njombe le week-end dernier. D'autres précisions avec Jacques Molon et Julingue Nyondé. Une centaine d'élèves réunis dans une salle de classe. Si les plus chanceux ont pu s'asseoir à 5 sur un table-banc, les autres se débrouillent comme ils peuvent, avec une mine serrée. C'est dans ces conditions que les élèves du lycée bilingue de Njombe dans le Mungo ont repris les cours ce lundi 11 mars 2019, après un week-end abondamment arrosé par dame pluie. Ça nous a fait paniquer parce qu'il y a des courants qui sont tombés, il y a des clous, des fers que nous pouvons nous blesser. L'orage a endommagé plusieurs salles de classe de cet établissement scolaire, ainsi que la barrière de plus de 75 mètres de longueur. Le service administratif, dépassé par ce coup dur, n'a pas autre choix que de réunir les élèves dans les salles de classe qui ont été épargnées par l'incident. Les élèves se sont retrouvés en sous-nombre dans une classe pareille parce que le lycée a été victime, n'est-ce pas, d'un sinistre qui a endommagé plusieurs salles de classe. Et comme solution d'urgence immédiate, en attendant qu'on remédie à ce sinistre, le proviseur a jugé bon d'être délocalisé. Pour les enseignants, il est compliqué de travailler dans ces conditions. Non, ce n'est pas facile, ça ne peut pas être facile d'enseigner dans ces conditions. Vivement que la situation, n'est-ce pas, s'arrange le plus rapidement. Nous sommes à quelques jours des examens officiels, le lycée étant un sous-centre d'examen. Ça nous pénalise. Il serait mieux que l'État nous vienne en aide le plus tôt que possible pour la sécurité des enfants aussi. Les encadreurs du lycée de Njombe, qui implorent une aide des pouvoirs publics, font savoir qu'ils sont fragilisés financièrement après avoir épongé les frais d'APE désignés pour l'achat du carburant afin d'alimenter le groupe électrogène. La localité ayant passé plusieurs semaines dans le noir. Précisons qu'à l'Est également, il y a eu une protestation populaire qui visait à dénoncer ces nombreuses semaines passées dans le noir
et l'entreprise en charge de l'électricité qui rassure sur le fait qu'elle est en train de mener des travaux visant à améliorer la fourniture de l'énergie électrique dans cette localité située à l'est du Cameroun. Également dans la capitale économique, l'entreprise Eneo qui mobilise ses agents afin de remplacer, de moderniser les poteaux électriques et d'améliorer le transport de l'énergie électrique dans la capitale économique du Cameroun. Des précisions dans ce reportage que signe Keddiara. C'est un véritable chantier de renforcement de ces réseaux de distribution, à la fois sur Douala et Yaoundé, que Neo Cameroun a entamé depuis près de 2 semaines. On a commencé avec les lignes à Bonabéry, du côté de Douala Nord, les lignes de Ndokoti. On a fait les travaux à Ndokoti, cité des Palmiers. Et on a fait les travaux du côté de Ndokbon pour renforcer les lignes qui alimentent jusqu'à l'hôpital général de Douala. Nous avons renforcé du côté de Nkomondo. Pour le moment, nous avons la ligne de Mboko pour renforcer les populations de Mboko. Nous allons ensuite prendre Kolbon. Nous allons ensuite prendre Léproserie. Le travail qui a pour objectif d'accroître la capacité d'alimentation et d'améliorer significativement la disponibilité de l'énergie électrique dans les 2 villes concerne à la fois le réseau aérien et souterrain. Il s'étend sur 170 km au total et à terme renforcera la sécurité des ouvrages. Ce qui se passe là, c'est des chantiers de renforcement du réseau. Nous renforçons le réseau sur 2 parties essentielles. Les structures, vous allez voir que les poteaux, dans ce cas précis, les poteaux en bois sont en train d'être remplacés par les poteaux en béton. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le transit, pour augmenter la capacité de transit de nos lignes. Parce que vous savez que la demande a augmenté et ça va nous permettre de réduire les ruptures de conducteurs sur charge. Donc, nous avons des avantages par rapport à cette activité. Ça va stabiliser beaucoup plus le réseau. Ça va réduire les désagréments au niveau de la clientèle. Ça va améliorer le niveau de tension dans les ménages. Pour ce faire, des coupures de courant électrique momentanées seront à chaque fois effectuées dans les zones de travail afin de sécuriser les ouvriers et les appareils des consommateurs. Ça va causer quelques désagréments au niveau de la clientèle. Donc nous avons besoin que les populations, les ménages et tous les clients nous accompagnent dans ce processus. Ça va donner des agréments pour un temps, mais c'est pour le bien de tous parce que ça va stabiliser beaucoup plus le système électrique. L'ouvrage, qui durera tout au plus 5 mois, est évalué à près de 26,2 milliards de francs CFA. Le programme des travaux est progressivement publié dans l'espace travaux et coupures sur le site internet www.eneocameroun.cm. La situation sécuritaire au Cameroun est sous contrôle, selon le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty-Asseman, s'exprime ainsi ce lundi lors d'une réunion de sécurité de haut niveau qui se tient à Yaoundé sur instruction du chef de l'État. Le ministre chargé de la Défense qui fait savoir que la préoccupation majeure, c'est contrecarrer les velléités séparatistes dans les régions anglophones et mettre fin au grand banditisme transfrontalier à l'Adamawa et à l'est du Cameroun. Joseph Betty-Asseman qui rassure également que l'armée camerounaise sanctionne des cas d'indiscipline et d'exaction des soldats indélicats. Pour autant, il rassure que l'armée camerounaise reste engagée à défendre l'intégrité du territoire en respectant les lois et règlements de la République du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Après Edgar Alain Mbego vendredi dernier, c'est au tour de son épouse d'être placée